Donc, je vais vous présenter ici une partie de mes travaux de thèse que j'ai menés à l'INRA d'Avignon sur le verger maraîcher et qui consistait à une analyse des compromis entre diversité cultivée et la complexité de gestion engendrée par cette diversité à travers le cas d'étude du verger maraîcher. Donc, j'ai fait une approche qui combinait de la modélisation et des méthodes qualitatives basées sur de l'enquête principalement. Au risque de décevoir certains d'entre vous, je ne vais pas vous présenter la formule magique pour concevoir un verger maraîcher, mais pour cela, je vous renvoie vers des travaux d'André Siffert qui ont mené à la conception de la durette. Il a fait un post-doctorat pour la conception de la durette et dans lequel il a manipulé pas mal de concepts. Donc ça parle de complémentarité de systèmes racinaires, par exemple, de complémentarité pour la lumière, pour l'ensoleillement. Et deuxième élément qui fait référence aujourd'hui, le guide issu du projet SMART, associé légumes et arbres fruitiers en agroforesterie, où ça parle de choix de variétés, des choix de porte-greffes, etc. Et aujourd'hui, je vais parler plus généralement à travers le verger maraîcher de diversification et d'association de cultures en horticulture. C'est un support de présentation que j'utilise souvent, donc j'ai prévu de rappeler ce qu'est le verger maraîcher en 2 mots, même si je pense que la majorité d'entre vous le savent. C'est un type d'agroécosystème destiné à la production de fruits et de légumes et qui est caractérisé par l'association d'une grande diversité d'espèces formant plusieurs strates de végétation. Vous en avez un exemple ici assez symbolique à Avignon, la ferme de la Durette, et un exemple un peu plus proche de chez vous, qui est la ferme du Bec et Loin. Alors le verger maraîcher peut être le fruit de plusieurs trajectoires. Il peut être conçu ex nihilo, c'est-à-dire à partir d'une parcelle vierge, mais il peut être aussi issu d'une parcelle maraîchère dans laquelle on plante des arbres fruitiers. Mais il peut aussi s'agir d'un verger préexistant dans lequel sont intégrées des cultures maraîchères, par exemple. Et plus rarement, on peut aussi voir chez certains exploitants des vergers maraîchers dits transitoires, le cas de figure où il s'agit d'un verger au sein duquel on intègre du maraîchage dans les premières années, en attendant que les arbres entrent en production. Mais nous, on a choisi de nous intéresser au cas où il existe une vraie coexistence dans le temps des 2 productions sur le long terme. Donc, alors s'ils sont encore marginaux par rapport à d'autres formes d'agroforesterie plus classiques, ils suscitent un engouement très fort de la part des porteurs de projets et des structures d'accompagnement. Vous en êtes l'exemple aujourd'hui. Les porteurs de projets, ils vont généralement avec des convictions fortes en agroécologie, agroforesterie. Donc on retrouve beaucoup de points communs avec les micro-fermes, notamment sur la remise en question des standards de la modernisation agricole. Vous le verrez un petit peu plus tard avec les présentations de Kevin Morel. Principalement sur des petites surfaces et qu'une forte diversité cultivée, commercialisée principalement en circuit court. Donc des profils sociologiques non issus du milieu agricole, souvent, peu de foncier et peu de capital de départ, ce qu'on appelle hors cadre familial, et des inspirations fortes autour du maraîchage sur sol vivant et parfois de la permaculture. Alors, malgré le fait que ces systèmes suscitent énormément d'enthousiasme de la part des porteurs de projets, il existe encore très peu de références sur ces systèmes, qu'elles soient scientifiques ou technico-économiques. Donc il y a des travaux en cours sur ce sujet, on les a vus ce matin et le nombre de projets qui ont été évoqués ce matin montre bien qu'il y a la recherche et le développement s'activent en ce sens, mais pour l'instant c'est quand même assez limité. Moi, mon approche que j'ai eue là dans ma thèse sur le verger maraîcher, c'est qu'est-ce que finalement, c'est pas une histoire de compromis entre les bénéfices attendus, donc en raison de leur nature fortement agroécologique, ces systèmes semblent pouvoir apporter un certain nombre de bénéfices. Tout d'abord sur le plan agronomique, leur efficience est un atout dans la compétition pour l'utilisation des terres, avec aussi une hypothèse de meilleure régulation, même si cette hypothèse reste à vérifier. On l'a vu ce matin avec les travaux de Camille Imbert. Leur production diversifiée est particulièrement adaptée aux besoins en produits frais de consommateurs, tout en facilitant la création de liens sociaux, puisqu'elle permet des modes de commercialisation directe. Et en raison, je l'ai dit, de leur forte dimension agroécologique, ces systèmes semblent en mesure de limiter les externalités négatives des systèmes agricoles, tout en maintenant un niveau de productivité élevé. Et de l'autre côté de la balance, dans les principaux enjeux, donc malgré ces nombreux atouts présumés, ils posent de nombreux enjeux. Le premier étant lié à l'association de l'arboriculture et du maraîchage et le fait que ces systèmes sont structurellement très complexes de par l'organisation spatiale et temporelle de plusieurs ateliers. Ensuite, des difficultés liées de gestion d'itinéraires techniques d'organisation du travail, liées au fait de combiner 2 ateliers très exigeants du point de vue de la main-d'œuvre et de la gestion. Et finalement, on est en présence d'une différence de dynamique importante entre le maraîchage qui repose sur des cycles de production très courts, infra-annuels,
et l'arboriculture qui nécessite en revanche une projection sur le temps long et qui demande un investissement conséquent pour mettre en place et faire évoluer l'outil de production. Voilà, tout cela constitue un équilibre parfois fragile ou en tout cas une question de compromis que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, entre d'une part les bénéfices attendus de la diversité cultivée et d'autre part la complexité générée par cette même diversité. Donc voilà, très globalement, la problématique de la thèse, c'était comment se caractérisent les compromis entre les bénéfices attendus du verger maraîcher et les difficultés engendrées par la complexité structurelle et organisationnelle de ces systèmes. Très globalement, je vous brosse très rapidement le contenu des différents chapitres de ma thèse. Donc, je me suis posé les questions suivantes. La diversification et l'association de cultures sont-elles susceptibles de réduire le risque en horticulture? Deuxièmement, un deuxième paquet de travaux sur comment la diversification et l'association influencent-elles l'organisation du travail et reconfigurent-elles la nature des pratiques agricoles en verger maraîcher? Et de quelle manière la différence de dynamique entre les cultures pérennes et annuelles impacte-t-elle la viabilité des vergers maraîchers? Donc aujourd'hui, je vais principalement traiter de la question 1. La diversification et l'association de cultures sont-elles susceptibles de réduire le risque en horticulture, en espérant que ça apporte des éléments qui peuvent vous aider pour la conception de nouveaux systèmes? Ces travaux et méthodes développées essayaient de répondre à la question suivante. Et comme je vous l'ai dit, les vergers maraîchers reposent sur deux grands piliers agronomiques, la diversification et l'association. Et je vais vous présenter la manière dont on a saucissonné le problème en traitant d'abord de diversification, puis d'association de cultures. Alors, il est communément admis que la diversification est susceptible de réduire le risque, mais est-ce toujours vrai? Et surtout, pouvons-nous quantifier cette réduction du risque? Et il existe un vieil adage qui suggère de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais si on le traduit en termes agricoles, il est parfois difficile de définir quel panier on doit utiliser et comment les œufs qui les composent doivent être répartis. Et par ailleurs, ce concept a déjà été abordé dans d'autres domaines par ce qu'on appelle la théorie du portefeuille. Donc on va faire un bond dans le temps, on revient en 1954 où Harry Markowitz fut le premier à théoriser ce concept et il en a fait l'application en économie. Mais nous, tout ce qui nous intéresse là, c'est bien le modèle mathématique qu'il y a derrière. Donc évidemment, c'est pas le lieu aujourd'hui de vous détailler les équations et les modèles qui sont derrière, mais c'est un modèle assez simple basé sur le rendement et la variabilité et surtout les corrélations des actifs au sein d'un portefeuille. Et je vais vous montrer à partir d'un problème très simple comment illustrer cette théorie du portefeuille et son application dans un contexte horticole. Voilà, dans un contexte horticole, il s'agit de trouver les bonnes combinaisons de cultures en privilégiant des espèces qui se comportent différemment face à un même environnement. Et donc, moins le rendement d'une culture est corrélé à celui d'une autre, plus il est avantageux de diversifier la production entre ces cultures. Donc, si on prend un cas illustratif, deux cultures, pommes et tomates par exemple, en analysant l'évolution des rendements des pommes et des tomates sur les 15 dernières années, on s'aperçoit que les années sèches, on a beaucoup de pommes et beaucoup de tomates, alors que les années humides, on produit ni pommes ni tomates. On dit dans ce cas-là que ces cultures sont parfaitement corrélées, donc un ρ égal à plus 1, parce qu'elles réagissent de la même manière face à un même environnement. Si on prend une autre culture, par exemple la carotte, les années sèches, on a beaucoup de pommes, peu de carottes, alors que les années humides, on ne produit pas de pommes, mais on produit beaucoup de carottes. Donc là, on dit que ces cultures sont négativement corrélées puisqu'elles réagissent de manière totalement opposée à un même environnement. Voilà, c'est très schématique, mais c'est pour vous montrer sur quoi ça repose, cette théorie. Et on peut voir maintenant une représentation graphique de ce concept. Donc la théorie du portefeuille repose sur deux critères, le rendement et le risque, qui correspond à la variabilité de la production. Et nous avons ici le rendement attendu sur l'axe vertical et représenté en fonction du risque sur l'axe horizontal. Donc globalement, en agriculture, la situation la plus souhaitable, c'est d'avoir une production suffisante pour un faible risque. Donc on cherchera la partie supérieure gauche de ce plan en deux dimensions. Donc prenons une culture à faible rendement, faible risque, par exemple culture A, et une culture à fort rendement et haut risque, par exemple la culture B. Et si on les regroupe dans un portefeuille, la ligne représente toutes les combinaisons possibles de ces deux cultures, de 100% de la culture A à 100% de la culture B. Et comme nous l'avons vu, le coefficient de corrélation peut prendre n'importe quelle valeur entre plus 1 et moins 1. Donc lorsque le ρ de deux cultures est de plus 1, les cultures sont parfaitement corrélées. Donc il n'y a aucune possibilité de réduire le risque par la diversification. Et la combinaison de ces deux cultures, c'est simplement le trait que vous voyez ici, donc la moyenne pondérée. Mais dans la pratique, la plupart des cultures ne réagissent pas de la même manière au sol, aux conditions météorologiques, aux pratiques culturales, aux ravageurs, etc. Donc si vous les combinez dans un portefeuille, vous pouvez en réduire le risque global. Et donc moins les cultures sont corrélées et plus la réduction du risque est importante.
Donc c'est cette réduction du risque qu'on peut quantifier par ce que j'appelle ici le bénéfice de diversification. Dans notre cas d'étude, on a besoin de données de rendement et d'écart type pour des cultures maraîchères et arboricoles. Je me suis procuré dans les bases de données du CTIFL. Et donc si on applique ce cadre dans le cas par exemple de l'artichaut et de la pomme, on obtient ce type de graphe avec une réduction du risque relativement importante, un fort bénéfice de diversification. Et pour l'aubergine et l'asperge par exemple, pas de bénéfice de diversification. Donc ça, c'est le cas particulier, c'est deux cas particuliers, mais j'ai appliqué ce cadre à une quarantaine de fruits et de légumes, plutôt dans des régions du sud de la France, PACA, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes. On pourrait aussi transposer ça à des régions plus nordiques. Ne prenez pas peur, là, enfin, c'est une grande matrice, mais c'est pour vous donner une idée des résultats qu'on peut obtenir avec ce type d'approche, et où la couleur de la case donne une indication de la pertinence de la diversification des cultures prises deux à deux. Voilà, ce qui est intéressant de noter à ce stade, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait attendre, les classifications telles que les familles botaniques ou les groupes fonctionnels, comme légumes fruits, légumes feuilles, légumes racines, etc., n'ont pas de lien avec cette réduction du risque. Donc on ne peut pas expliquer une différence de comportement par une différence de famille botanique, par exemple. Donc ça, c'était des approches sur des couples de cultures 2 à 2, mais on peut aussi augmenter le nombre de cultures jusqu'à un très grand nombre. Après, ça complique évidemment les approches de calcul, mais si on considère ça, si on considère une multitude de portefeuilles qui forment ce nuage de points, voilà, on peut les regrouper dans ce qu'on appelle la frontière d'efficience, qui est le trait qui rejoint A et B là, et qui se définit comme l'ensemble des options les plus optimales. Donc c'est une frontière de Pareto assez classique, quoi. Par exemple, le portefeuille 1 n'est pas optimal parce qu'il est dominé. Pour un même niveau de risque, on a un rendement supérieur, le portefeuille 2. Pareillement, le portefeuille 3 est plus optimal parce que pour un même niveau de rendement, il a un niveau de risque inférieur. Voilà, j'en termine avec cette approche de modélisation qui, en fait, si on décrit la frontière d'efficience, là dans notre cas d'étude sur la quarantaine de fruits et de légumes que j'ai pris dans le sud de la France, on obtient, donc si on trace la frontière de A à B, cette figure-là représente tous les portefeuilles optimaux, donc qui présentent des niveaux de rendement et de risque faibles pour le A et des niveaux de rendement risque élevés pour le B. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que la diversification peut réduire le risque. On a des portefeuilles beaucoup plus diversifiés pour des niveaux de risque inférieurs, faibles, mais pas n'importe quelle diversification non plus, parce qu'on voit bien que toutes les cultures ne sont pas tout le temps représentées. Donc voilà, ça c'était des travaux qui peuvent servir de base pour réfléchir à des stratégies pertinentes de diversification basées sur la réduction des risques. Mais il s'intéresse uniquement à la diversification vue comme un accroissement de la diversité. Or, les vergers maraîchers sont souvent conçus dans une logique agroforestière et les interactions et complémentarités, on l'a vu ce matin, entre les cultures sont souvent recherchées afin de maximiser ce qu'on appellera ici l'effet d'association entre les cultures. Donc il existe des interactions entre espèces pour l'utilisation des nutriments, de l'eau, l'interception de la lumière par exemple, la biorégulation aussi, on l'a vu ce matin. Et entre ces interactions entre plantes, on parle de phénomènes de compétition, de complémentarité ou de facilitation. Je vais vous montrer maintenant comment on a intégré l'effet d'association dans notre analyse. Pour évaluer comment introduire l'effet d'association, pour évaluer la pertinence d'une association, en agronomie, il existe ce qu'on appelle le LER, Land Equivalent Ratio, donc qui nous permet d'évaluer la pertinence agronomique d'une association par rapport aux mêmes cultures prises séparément. Voilà, c'est un aspect qui n'apparaît pas dans la théorie du portefeuille pour qui 1 et 1 font 2. Or, la littérature agronomique nous a montré que dans une logique d'association de cultures, 1 et 1 peuvent faire plus, souvent plus, mais aussi moins que 2. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la surface équivalente associée ou Land Equivalent Ratio, LER, qui est le rapport entre les surfaces nécessaires pour produire le même rendement. Que dans ce cas-là, vous avez un LER de 1,40, ce qui signifie que l'association produit 40% de plus que les cultures pures à surface équivalente. Donc si un LER est supérieur à 1, l'association produit plus, et s'il est inférieur à 1, l'association produit moins. Donc finalement, j'ai combiné la théorie du portefeuille qui formalise l'effet de diversification avec le concept de LER qui formalise l'effet d'association dans un cadre unifié.
Donc l'application de ce nouveau cadre a un corpus de publications scientifiques. Donc c'est une revue de la littérature scientifique sur les associations de culture que j'ai faites. Donc sur 74 études qui représentent 449 expérimentations, c'est-à-dire 449 combinaisons uniques de deux cultures. Ça montre que les systèmes associés sont généralement plus performants qu'une approche en mosaïque, à la fois en termes de rendement et de risque. On voit ici qu'on a un LER supérieur à 1 dans 90% des cas et que le LER moyen est de 1,38. Donc malgré le fait qu'il puisse exister un biais de publication, on peut conclure que l'association produit 38% de plus que son équivalent en culture pure. En termes de risque cette fois, c'est un coefficient que j'ai introduit qui s'appelle bêta et qui se lit de manière opposée au LER. Donc quand il est inférieur à 1, c'est intéressant. Et le bêta moyen sur ce corpus de 450 expérimentations est de 0,88. Donc ça signifie que les cultures associées, outre leur intérêt productif, on le voit avec le LER, peuvent aussi avoir des rendements plus stables au cours du temps et servir de stratégie complémentaire à une simple diversification pour l'atténuation du risque. La revue de la littérature sur les cultures associées a permis la construction d'un prototype d'outil d'aide à la conception pour les associations de culture, basé à la fois sur la littérature scientifique, mais aussi sur ce qu'on appelle la littérature grise. Et ici, je vous ai mis à gauche l'exemple de la tomate. Donc, vous avez le rendement de la tomate en X et le rendement des autres cultures qu'on a associées à la tomate en Y. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le fameux LER que je vous ai présenté tout à l'heure. La zone rouge montre que l'association n'est pas intéressante. La jaune orangée montre que l'association est intéressante, mais au bénéfice d'une des deux cultures. Et la zone verte montre que c'est intéressant pour les deux cultures. Donc on voit bien dans l'exemple de la tomate, par exemple, qu'elle se comporte très bien en culture associée. Peu importe la culture avec laquelle elle est associée, elle ne souffre pas trop de l'association. Vous voyez, la majorité des points sont sur la droite du graphique. Il existe par contre également des situations où la compétition est trop importante. Donc ça, c'est lorsque la donnée est disponible dans la littérature scientifique, vous pouvez, grâce à cet outil dont je vous donnerai le lien, explorer les LER de chaque culture en association. Et lorsque la donnée n'est pas disponible ou lorsqu'il s'agit d'une littérature grise, par exemple, typiquement des bouquins de jardinage, le poireau préfère les fraises, etc., donc issus plutôt de l'empirisme, vous avez une représentation en réseau qui vous donne les interactions des cultures que vous pouvez choisir et le degré de certitude de l'information. Plus le trait est vert et plus le trait est gras, plus l'association est reportée comme bénéfique. Il peut également y avoir des informations contradictoires que l'outil prend en compte. Très globalement, et pour faire un bilan rapide de mes travaux de thèse, donc si on met ça dans la balance, sur les côtés positifs, je dirais, ou en tout cas d'un point de vue théorique, les travaux que j'ai faits permettent de distinguer formellement les effets de diversification, plusieurs cultures sur des parcelles différentes, des effets d'association, que ce soit sur le rendement, sur le risque. Donc on voit bien, si on met ça dans la balance, que d'un point de vue théorique, les vergers maraîchers semblent pertinents pour la maîtrise du risque et l'augmentation du rendement. Ça, c'est la partie gauche. Et néanmoins, des éléments que j'ai développés aussi un petit peu dans ma thèse, c'est que dans la pratique, ces systèmes très diversifiés ont une complexité structurelle et organisationnelle très forte qui induit une difficulté de gestion. Donc, le verger maraîcher combine deux ateliers très exigeants du point de vue de leur gestion, avec des niveaux de contraintes concernant l'organisation du travail, des degrés d'intégration entre les deux ateliers qui peuvent générer une complexité très importante, et conduit aussi à la nécessité de faire des arbitrages entre l'immédiateté qu'impose l'activité de maraîcher et la patience qu'impose l'activité d'arboriculteur. Et sur ça, je voulais juste vous dire deux mots. C'est un chapitre de ma thèse qui correspond à la différence de dynamique temporelle, le temps long de l'arboriculture versus le temps court du maraîchage. Donc en maraîchage, la nécessité de faire des ajustements de manière quasi quotidienne par des choix stratégiques, tactiques à très court terme fait que l'arbre, c'est ce qu'on observe, c'est ce qui nous est retourné, est très souvent mis de côté et on occulte une stratégie à moyen et long terme liée à la dynamique de l'arboriculture. Et pourtant, on sait que certaines opérations sont cruciales dans les premières années des arbres fruitiers et ça peut retarder la mise à fruit, réduire la productivité ou même compromettre la production à long terme, quoi.
Donc voilà, c'est ce problème de temporalité qui est accentué aussi par le fait que l'entrée en production en arboriculture se fait de manière décalée dans le temps. Ça fait l'objet de mon dernier chapitre de thèse. J'aurai pas le temps de vous le présenter aujourd'hui, mais je voulais simplement insister sur le fait que ce problème est un élément important à prendre en compte dans la conception d'un verger maraîcher. Et pour finir, je voulais finir sur une citation d'Aurélien, qui est maraîcher, avec qui j'avais échangé à ce sujet, qui symbolise bien la réflexion que j'ai menée dans ma thèse et le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Alors, il me disait, une diversification est nécessaire sur les fermes, c'est certain. Mon point de vue, par contre, c'est d'être très prudent avec l'éparpillement du travail lié à un excès de diversification. Je suis installé depuis 9 ans, j'ai commencé comme beaucoup avec 70 à 100 variétés différentes. J'ai passé des années à disperser de l'énergie à tout faire. Aujourd'hui, je suis à 20 variétés sur toute l'année. Je m'arrange avec des collègues pour avoir une gamme complète pour ma partie vente directe. Je suis maintenant plus efficace et j'ai l'impression de diminuer les risques car je maîtrise et j'ai plus de temps pour soigner la culture. Un témoignage qui symbolise bien, enfin qui illustre bien la réflexion que j'ai menée dans ma thèse et qui illustre bien aussi le fait que c'est des approches qui combinent un peu de théorie et d'enquête et qu'il faut mettre en regard ces approches que je vous propose là avec des logiques commerciales comme le fait Aurélien, des logiques organisationnelles, de maîtrise technique aussi de deux métiers différents et des dynamiques d'apprentissage qui leur sont propres. Merci pour votre attention.